Nous avons consacré 70 ans et des centaines de milliards de dollars pour enfin voir l'entre guillemets début de tout. Mais James Webb, Euclide et d'autres télescopes n'ont pas découvert la structure ordonnée du Big Bang, mais une réalité trouble et parasitée qui résiste physiquement au décryptage. Nous avons construit des yeux parfaits, mais il s'est avéré que l'univers lui-même est une entre guillemets vitre sale. Nous n'avons pas seulement atteint la limite de la technologie, nous nous sommes heurtés à une barrière informationnelle au-delà de laquelle le cosmos se transforme en un bruit illisible. Dans la culture populaire contemporaine, on a l'habitude de considérer le cosmos comme un vide absolu, d'une pureté cristalline. Pendant des décennies, on nous a gavés d'images entre guillemets nettoyées et colorisées du télescope Hubble, créant une illusion dangereuse. Il suffirait de construire un miroir plus grand ou de placer des capteurs dans une nouvelle gamme de fréquences pour voir l'univers jusqu'à ses fondations. Cependant, la réalité révélée par les missions James Webb et Euclide est bien plus sombre. Nous avons découvert qu'à un niveau fondamental, le cosmos n'est pas un vide, mais un milieu hyper dense, lumineux et chimiquement agressif, agissant comme un pare-brise encrassé. Nous ne sommes pas seulement au bout de nos capacités technologiques. Nous butons contre un mur d'information où toute tentative d'observation se résume à enregistrer un signal indiscernable du bruit de fond. La première découverte fatale fut la prise de conscience que l'univers, sur les très longues distances, est saturé par ce qu'on appelle le fond infrarouge. Lorsque les ingénieurs ont conçu le James Webb et JWST, ils comptaient sur des fenêtres de transparence, des segments étroits du spectre à travers lesquels la lumière des premières étoiles devait traverser l'espace pour atteindre nos détecteurs. En théorie, cela ressemblait à un regard à travers une vitre propre. En pratique, il s'est avéré que tout l'espace interstellaire est imprégné d'HAP, des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Il ne s'agit pas simplement de poussière cosmique au sens habituel. Ce sont des molécules organiques géantes qui, sous l'effet du rayonnement, se mettent à briller d'elles-mêmes. Cet effet crée ce que l'on appelle un plancher de bruit, noise floor. Imaginez que vous essayez de distinguer une bougie de faible intensité à l'autre bout d'un champ, mais que tout le champ soit envahi par un brouillard néon épais et luminescent. Les capteurs NIRCam et MIRI enregistrent des photons, mais l'énergie de ces photons provenant de galaxies lointaines est pratiquement identique à l'énergie du rayonnement de fond du milieu lui-même. Séparer le signal utile du cri du vide devient mathématiquement impossible. Nous dépensons des milliards de dollars pour augmenter le diamètre des miroirs, mais au final, nous n'obtenons qu'une image plus brillante du brouillard. Plus terrifiant encore, l'inattendue maturité chimique de l'univers primitif. Selon le modèle cosmologique standard, les premières galaxies devraient être composées exclusivement d'hydrogène et d'hélium, des gaz légers n'ayant pas encore eu le temps de cuire en éléments lourds au cœur des étoiles. Mais les données spectroscopiques des 2 dernières années ont porté un coup de massue à toute la science. Dans des objets présentant un décalage vers le rouge supérieur à Z égale 10 $, c'est-à-dire existant seulement 300 millions d'années après le Big Bang, on a découvert des volumes colossaux de poussière, de carbone, d'oxygène et de métaux. Cela crée un rideau d'informations infranchissable. La poussière est un absorbeur parfait. Elle agit comme une censure du monde physique, nous cachant les étapes les plus précoces et les plus cruciales de la formation de la réalité. Si les éléments lourds sont apparus si tôt et en telle quantité, cela signifie que le cosmos était sale dès le départ. Nous ne voyons pas la première lumière de l'univers, nous ne voyons qu'une réémission secondaire passée à travers des milliers de couches de détritus chimiques. Nous regardons le monde à travers un verre dépoli, peint en gris bien avant que l'humanité ne commence à construire ses premiers instruments. À cela s'ajoute une limite fondamentale de transmission de l'information, connue en radiotechnique sous le nom de limite de Shannon, mais applicable également au quanta de lumière. Un photon, voyageant vers nous pendant 13 milliards d'années, n'est pas un messager fiable, mais un voyageur roué de coups et épuisé. Durant son périple, il interagit des milliards de fois avec le fond diffus cosmologique, les champs magnétiques et les lentilles gravitationnelles.
Chaque interaction est un acte d'entropie quantique. Le photon perd des bits d'information. Au moment où il frappe le miroir doré du web, il ne conserve que sa direction. Mais les données sur la structure de l'objet qu'il a émis sont effacées. Nous recevons un pixel mort au lieu d'une galaxie. La situation est aggravée par notre propre système solaire. Ce qu'on appelle la lumière zodiacale, la poussière orbitant dans le plan de l'écliptique, brille si intensément dans l'infrarouge qu'elle sature les signaux provenant des confins de l'univers. C'est une malédiction technologique. Nous essayons de distinguer une étincelle lointaine tout en étant sous le projecteur de défense anti-aérienne de notre propre Soleil. En conséquence, les scientifiques sont contraints d'utiliser des algorithmes de soustraction de fond, qui relèvent de facto de la divination. Nous supprimons le bruit en espérant ne pas supprimer la réalité elle-même avec lui. Ainsi, nous nous trouvons dans une impasse intellectuelle. Le cosmos ne se contente pas de résister à notre regard. Il détruit activement l'information sur lui-même. Plus nos détecteurs se perfectionnent, plus nous voyons clairement qu'une image pure n'existe pas dans la nature. Le problème ne vient pas des miroirs, mais de la trame même de l'espace, surchargée de bruit, de poussière et de fluctuations quantiques chaotiques. Nous avons atteint un horizon où la science devient une interprétation de parasites, et nos théories les plus audacieuses sur le début des temps, une tentative de deviner les formes des objets au fond d'un océan trouble. Nous avons construit le plus grand œil de l'histoire de la civilisation pour constater une seule chose. L'univers garde jalousement ses secrets derrière un mur de lumière et de poussière impénétrable. L'astrophysique moderne ressemble à quelqu'un qui tenterait d'expliquer le mouvement d'un traîneau invisible sur la neige en inventant des chiens transparents. Il s'avère que non seulement nous percevons mal les détails, mais nous ne comprenons pas fondamentalement ce qui maintient la cohésion de l'univers. Nous sommes confrontés au fait que 85% de la masse de la création, ce que nous appelons la matière noire, n'existe probablement pas à 99%. C'est la plus grande auto-tromperie scientifique, dont le prix se chiffre en décennies de stagnation et en milliers de milliards de dollars jetés par les fenêtres. Les racines de cette crise remontent aux années 1930, lorsque Fritz Zwicky, en observant l'amas de galaxies de la chevelure de Bérénice, découvrit l'impensable. Les galaxies se déplaçaient si vite qu'elles auraient dû être éjectées dans toutes les directions. Selon les lois de Newton, la gravité des étoiles visibles ne suffisait tout simplement pas à les maintenir ensemble. Plus tard, dans les années 70, Vera Rubin confirma ce paradoxe au niveau des galaxies individuelles. Les étoiles à leur périphérie tournent à la même vitesse qu'au centre. Cela contredit toute la mécanique classique. Imaginez que vous fassiez tourner un chien mouillé et que les gouttes d'eau de ses poils ne s'envolent pas, mais continuent de graviter autour de lui par des fils invisibles. Pour les maintenir en place, les galaxies devraient contenir 5 à 6 fois plus de masse que ce que nous voyons dans tous les télescopes du monde. Au lieu de prendre leur courage à deux mains et de revoir les équations de la gravitation d'Einstein, la science a choisi la facilité. Elle a inventé la matière noire. C'est la béquille théorique parfaite, une substance invisible, impalpable, qui n'émet ni ne reflète la lumière et passe à travers nous comme un fantôme. Sur cette hypothèse, on a tout construit. Des subventions par milliards, des milliers de thèses et le modèle standard de l'univers lui-même. On nous a convaincus que nous vivions dans une immense gelée sombre constituant l'armature du cosmos. Mais aujourd'hui, après 50 ans de la traque la plus coûteuse de l'histoire, la situation est devenue une impasse intellectuelle grandiose. Nous l'admettons officiellement, les pièges à fantômes sont vides. La recherche des particules hypothétiques de matière noire, les fameux WIMPs, est devenue le symbole d'une obsession scientifique. Pour capturer la moindre trace d'une collision entre cette substance et la matière ordinaire, l'humanité s'est enfouie profondément sous terre, tentant de s'isoler de tout bruit de fond. L'instrument le plus perfectionné dans ce domaine est le Lux Zeppelin, situé dans le Dakota du Sud,
à 1,5 km de profondeur dans l'ancienne mine d'or de Homestake. C'est un chef-d'œuvre technologique. 7 tonnes de xénon liquide, refroidi à des températures cryogéniques, entouré de centaines de tubes photomultiplicateurs. L'appareil est capable de détecter un flash lumineux issu d'une collision entre une particule et un noyau de xénon avec une sensibilité inouïe. Pourtant, durant des années d'exploitation, le LZ n'a rien enregistré. Un zéro absolu, stérile, assourdissant. Le même sort a frappé ses concurrents. L'expérience italienne Xenont sous le Grand Sasso et le projet chinois Panda X4T dans le Sichuan donnent le même résultat. Aucune donnée. Nous augmentons la masse des détecteurs, nous poussons la pureté du xénon à des limites impossibles, mais le vent sombre qui devrait traverser la Terre chaque seconde ne laisse aucune trace. Ce n'est pas seulement un échec, c'est une falsification de la théorie. Si les WIMPs existaient selon les paramètres requis par les mathématiques pour expliquer la rotation des galaxies, nous baignerions déjà dans les confirmations. Le fait que les détecteurs restent muets signifie une chose. Nous cherchons ce qui n'existe pas dans la nature. L'alarmisme intellectuel de la situation réside dans le cartel scientifique qui s'est formé autour de ce sujet. Aujourd'hui, admettre l'absence de matière noire signifierait effondrer les fondations sur lesquelles reposent les carrières de générations entières de chercheurs. C'est pourquoi, à chaque échec des détecteurs, les théoriciens répondent par une complexification du modèle. Si nous n'avons pas trouvé de WIMPs lourds, c'est que la matière noire est faite d'actions, des particules ultra-légères. Si nous ne trouvons pas d'action, alors ce sont des neutrinos stériles. S'ils ne sont pas là non plus, alors ce sont des trous noirs primordiaux. C'est une course sans fin après une ombre fuyante, où chaque nouvelle hypothèse devient de plus en plus invérifiable et absurde. L'effondrement de la matière noire entraîne une catastrophe dans notre compréhension de la gravité. Si cette béquille invisible n'existe pas, alors les lois d'Einstein et de Newton cessent simplement de fonctionner aux échelles galactiques. Il existe une alternative, monde, dynamique newtonienne modifiée, proposée par Mordechai Milgrom. Elle affirme qu'à des accélérations extrêmement faibles, la gravité devient plus forte d'elle-même, sans masse supplémentaire. Cette théorie décrit avec une précision effrayante la rotation de centaines de galaxies sans un seul gramme de gelée sombre. Mais le courant scientifique dominant a ignoré monde pendant des décennies, car elle exige d'admettre que notre génie, Einstein, n'avait pas tout à fait raison. L'admettre, c'est réécrire tous les manuels de physique à partir de zéro. Les dernières données des télescopes Euclide et James Webb ont accentué la crise. Ils ont découvert des galaxies précoces impossibles qui, dès l'aube des temps, étaient déjà trop massives et structurées. Le modèle standard avec la matière noire prédisait qu'il aurait fallu des milliards d'années de regroupement lent du gaz dans des halos sombres pour les former. Le fait qu'elle soit apparue presque instantanément prouve que la dynamique de la matière dans l'univers obéit à d'autres lois, bien plus agressives et rapides, qui n'ont rien à voir avec des supports sombres. Nous sommes dans la situation du roi nu. Des milliers d'articles affinent chaque année les paramètres de l'interaction de la matière noire avec la matière ordinaire, calculent sa densité dans le halo de la Voie lactée et modélisent son influence sur le fond diffus cosmologique. Mais toute cette gigantesque superstructure intellectuelle repose sur le néant. Nous sommes comme des alchimistes médiévaux croyant au phlogistique pour expliquer la combustion tout en ignorant l'oxygène, parce qu'ils ne cadraient pas avec leur vision du monde. Nous gaspillons les ressources de la civilisation pour entretenir une hallucination, car nous craignons d'admettre que nous ne comprenons pas la force principale qui régit le cosmos. Le bilan de ce chapitre est peu réjouissant. La matière noire n'est pas un fait scientifique, c'est le symbole de notre peur de l'inconnu. Nous avons dessiné l'univers pour qu'il nous paraisse logique et prévisible. Mais la réalité refuse de se plier à nos fantasmes. Le cosmos est vide, et dans ce vide, les étoiles sont maintenues par une force que nous n'avons pas encore réussi à concevoir. Nous nous tenons devant l'abîme, réalisant que nos cartes ne sont que le fruit de notre imagination,
et que la gravité, que nous pensions connaître par cœur, est un mystère que nous n'avons pas encore effleuré. Et cette incompréhension commence à se manifester non seulement dans les galaxies lointaines, mais juste ici, à côté de nous, quand nos propres sondes se mettent soudainement à se comporter comme si la physique même de l'espace aux confins du système commençait à fondre. Nous avons pris l'habitude de considérer le système solaire comme notre cours, sûr et parfaitement connu, où chaque loi du mouvement fonctionne avec la précision d'une horloge suisse. Pendant des décennies, nous avons envoyé des engins vers les mondes extérieurs, avec la certitude absolue que la balistique était une mathématique prévisible. Mais dès que nos messagers les plus lointains, Pioneer 10, Pioneer 11 et les légendaires Voyager, ont franchi la frontière invisible au-delà de l'orbite de Saturne, la réalité a commencé littéralement à ramer. Il s'est avéré qu'aux confins de notre monde, les lois de l'inertie et de la gravité commencent à dériver, et nos appareils semblent se heurter à une résistance invisible du vide lui-même, dont aucun manuel de physique n'a jamais fait mention. La première défaillance systémique ayant laissé perplexes les navigateurs de la NASA a été enregistrée dès les années 80. Lorsque les Pioneers ont dépassé Jupiter pour foncer vers les limites du système, les stations de suivi au sol ont découvert un effet étrange. Les sondes se sont mises à ralentir. Ce n'était pas un freinage brutal, cela ressemblait à un effort minuscule mais constant, dirigé strictement vers le Soleil. Les appareils semblaient tirés en arrière par un câble invisible. À l'échelle de décennies de vol, cela a conduit les sondes à manquer leur pan de calcul de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Les mathématiques de la balistique, qui fonctionnaient impeccablement à l'intérieur du système, se sont tout simplement évaporées aux périphéries. La NASA a tenté pendant des décennies de sauver la situation en avançant des versions qui, aujourd'hui, ressemblent à une tentative désespérée de colmater une brèche géante dans les fondations de la science. D'abord, les scientifiques ont incriminé une fuite de gaz des moteurs, mais la télémétrie montrait clairement que toutes les vannes étaient étanches et la pression normale. Ensuite, ils ont accusé la pression de la lumière solaire, mais les calculs ont vite balayé cette absurdité. La lumière aurait dû pousser les sondes loin du Soleil en les accélérant, alors qu'elles ralentissaient obstinément, cherchant à revenir vers le centre du système. Finalement, une version officielle a été adoptée. Un rayonnement thermique inégal provenant des générateurs de bord. La chaleur rebondirait sur les antennes, créant une poussée réactive dérisoire. Ce modèle a été dessiné et ajusté pour donner la bonne réponse 30 ans après le lancement, simplement pour clore le dossier et ne pas admettre que nous faisions face à une faille fondamentale des lois de la gravitation. Cependant, le véritable horreur intellectuelle a commencé quand les Voyager ont rencontré le même mur. Voyager 1, le premier objet de l'histoire à entrer dans l'espace interstellaire, a commencé à envoyer des données que les ingénieurs ont d'abord prises pour les délires d'un ordinateur devenu fou. Son système d'orientation s'est mis à générer des séquences de commandes chaotiques et absurdes, physiquement impossibles à exécuter. Pourtant, la sonde continuait sa route et la liaison restait stable. On aurait dit que l'ordinateur de bord commençait à avoir des hallucinations, ou subissait l'influence d'un milieu modifiant la logique des circuits électriques. Mais l'information la plus terrifiante est venue des capteurs de plasma. Nous nous attendions à ce qu'au-delà du système solaire, la sonde se trouve dans un vide profond, où la densité de matière tend vers zéro. Au lieu de cela, Voyager a enregistré un bond soudain de la densité. Le cosmos, au seuil de notre demeure, ne se comporte pas comme un vide, mais comme un milieu visqueux et résistant. Cela signifie que nous vivons à l'intérieur d'une sorte de bulle, régie par des lois physiques locales, et qu'au-delà, l'espace change de propriété. Nous sommes confrontés au fait que nos constantes, par exemple la vitesse de la lumière ou la vitesse de transmission d'un signal, pourraient différer là-bas, à la frontière. Et si c'est le cas, toute la télémétrie des sondes lointaines n'est pas une donnée réelle, mais un écho déformé, cassé, lors du passage entre deux réalités différentes. L'alarmisme intellectuel de cette situation réside dans le fait que nous sommes peut-être enfermés dans un Truman Show à l'échelle cosmique. Nos mathématiques ne fonctionnent qu'à l'intérieur de notre bulle.
Il existe une théorie effrayante, selon laquelle ce ralentissement serait la manifestation du fait que l'espace-temps lui-même se dilate différemment à l'intérieur et à l'extérieur du système solaire. Si c'est le cas, alors Einstein s'est trompé sur les fondements mêmes de sa théorie, et la gravité n'est pas une constante éternelle, mais une variable dépendant de la distance qui vous sépare de votre étoile. Nous découvrons que les lois de l'inertie dépendent du point d'observation. Ce savoir enterre définitivement tout projet d'expansion interstellaire. Nous ne pouvons pas construire un vaisseau fiable pour un voyage vers Alpha du Centaure, car nous n'avons aucune idée des forces physiques qui s'exerceront sur le métal, l'électronique et le corps humain dans cet espace interstellaire visqueux. Si nos robots télécommandés de plusieurs centaines de kilos commencent à trébucher sur le vide et à transmettre des déchets numériques au lieu de données, alors un vaisseau de plusieurs tonnes avec un équipage pourrait simplement tomber en poussière à cause d'une modification de la force des liaisons atomiques. Nous sommes enfermés dans une anomalie locale. Tout ce qui se trouve au-delà de l'orbite de Pluton est une zone d'inconnu, où notre logique cesse de fonctionner. Le plus triste est que la communauté scientifique officielle préfère faire comme si de rien n'était. Tout projet d'étude approfondie de l'anomalie des Pioneers et des Voyager est systématiquement privé de financement ou mis au placard. Les académiciens se sentent bien plus à l'aise en croyant à des problèmes de vieille antenne ou à une fuite de chaleur qu'en admettant que nous ne comprenons pas comment fonctionne l'inertie sur de longues distances. Nous nous comportons comme les cartographes de l'Antiquité, qui dessinaient des monstres aux limites des cartes, simplement pour ne pas avouer que là-bas, derrière l'horizon, commence un monde qui ne suit pas nos règles. La tragédie des voyageurs est l'accord final de notre époque d'arrogance technologique. Nous pensions avoir conquis l'espace, mais l'espace au-delà du seuil s'est révélé étranger, agressif et illisible. Il gronde, il résiste, et il nous démontre cruellement notre impuissance. Il ne nous reste qu'à observer les derniers bits d'information des sondes, s'éloignant, se transformer définitivement en bruit blanc. C'est là notre véritable position. Nous sommes des êtres enfermés dans un isolement informationnel à l'intérieur d'une bulle, au-delà de laquelle la physique se change en chaos et nos instruments les plus précis deviennent des morceaux de ferraille inutiles. Nous ne sommes pas des conquérants des étoiles, nous sommes des spectateurs tentant de discerner un sens dans les parasites d'un téléviseur en panne. Le fait que nos sondes trébuchent littéralement sur des barrières invisibles aux confins du système nous oblige à porter un regard neuf sur le vide lui-même. Nous avons pris l'habitude de le considérer comme une scène passive où se déroulent les événements. Mais la réalité s'est avérée bien plus terrifiante. Le vide ne se contente pas de résister au mouvement. Il vit, il pulse, et plus grave encore, il hurle en permanence. Si l'anomalie des voyageurs nous a montré la viscosité de l'espace, les tout nouveaux détecteurs d'ondes gravitationnelles ont révélé un défaut encore plus profond de la création. Nous sommes au cœur d'un chaos informationnel colossal, où la trame même de la réalité tremble d'un grondement incessant et infatigable. En 2015, l'humanité célébrait un triomphe. Les détecteurs LIGO enregistraient pour la première fois des ondes gravitationnelles, ces fameuses rides sur le tissu de l'espace-temps prédites par Einstein. C'était comme si une civilisation sourde retrouvait soudainement l'ouïe. Nous avons entendu l'écho de la collision de deux trous noirs à des milliards d'années-lumière. C'était un événement pur, puissant. Mais la joie fut de courte durée. Dès que nous avons appris à écouter le cosmos plus finement, nous avons compris qu'au lieu du silence interrompu par de rares sursauts, nous étions entourés d'un vrombissement continu à basse fréquence. Ce phénomène a été baptisé fond gravitationnel, et il est devenu le verdict final sur notre capacité à comprendre l'univers. Imaginez que vous tentiez d'entendre le murmure d'une personne à l'autre bout de la ville, tout en étant à l'intérieur d'un moteur d'avion géant en marche. Ce moteur, c'est l'univers lui-même. Le bourdonnement gravitationnel enregistré ces dernières années par le projet Nanograve et les détecteurs de nouvelle génération
n'est pas un bruit aléatoire. C'est une vibration permanente de l'espace lui-même. Il s'avère que le vide bouillonne et respire à des fréquences si basses que ces ondes traversent les planètes, les étoiles et nos corps, sans rencontrer de résistance. Mais pour nos instruments de haute précision, c'est une catastrophe totale. Nous avons atteint une limite de sensibilité où l'espace même sous nos pieds commence à avoir du jeu, anéantissant toute possibilité de mesure exacte. L'alarmisme intellectuel de cette découverte réside dans le fait que ce bruit rend impossible la navigation du futur. Si l'espace-temps vibre et se déplace constamment, alors la distance entre deux points dans le cosmos n'est pas une constante. Elle respire, elle change à chaque seconde. Nous essayons de construire une carte géométrique idéale de l'univers dans un monde fait de gelées vibrantes. Toute mesure de distance vers une étoile lointaine, toute tentative de tracer la route d'un vaisseau interstellaire se transforme en une partie de roulette, où l'erreur croît de manière exponentielle à cause du tremblement de la réalité elle-même. Nous ne voyons pas seulement mal à cause de la poussière. Nous ne pouvons même pas fixer de point de référence, car la règle que nous utilisons change constamment de longueur. Le côté technique de ce cauchemar est encore plus sombre. Le vrombissement gravitationnel est un chaos informationnel d'une ampleur colossale. Les scientifiques débattent encore de son origine. Certains disent que c'est l'écho de millions de collisions de trous noirs supermassifs. D'autres, que c'est le bruit du Big Bang lui-même ou de processus se déroulant dans d'autres dimensions. Mais quelle qu'en soit la cause, le résultat est le même. L'univers est saturé de déchets informationnels. Nous essayons de capter un signal utile dans un océan d'entropie. C'est comme essayer de télécharger un fichier via un canal de communication tellement saturé de parasites que chaque octet de données arrive corrompu. Ce fond crée un effet de brouillard gravitationnel. Tout télescope du futur que nous voudrions construire, qu'il soit optique, radio ou gravitationnel, se heurtera inévitablement à ce seuil de bruit. Nous ne pourrons pas voir les étapes plus précoces du développement de l'univers, non pas parce que nos lentilles sont mauvaises, mais parce que la trame même de l'espace sur ces distances se transforme en bruit blanc. C'est une limite fondamentale de la connaissance. Nous nous trouvons dans une situation où nos outils de savoir, la lumière et la gravité, commencent à émettre des parasites sur eux-mêmes. C'est une erreur système de la création qu'il est impossible de corriger, que ce soit par voie logicielle ou matérielle. De plus, l'existence de ce vrombissement confirme nos pires craintes concernant la viscosité de l'espace signalée par les voyageurs. Si le vide vibre constamment, il possède de l'énergie. Et s'il possède de l'énergie, il possède une densité. Cela nous ramène à la conception de l'éther, dont la science s'était si soigneusement détournée tout au long du XXe siècle. Il s'avère que nous ne volons pas à travers le vide. Nous nous frayons un chemin à travers un milieu actif, bruyant et résistant. Le cosmos n'est pas une scène vide, c'est un océan déchaîné. Et nous n'y sommes que des débris qui tentent de faire semblant de comprendre les lois du courant. Pour nous, en tant que civilisation, cela signifie le début d'une ère de quarantaine informationnelle. Nous pouvons construire des détecteurs de plus en plus complexes, dépenser des milliers de milliards dans le traitement des signaux, mais nous ne vaincrons jamais le bruit de l'espace lui-même. C'est comme essayer de nettoyer le son d'un enregistrement, où le bruit du micro est plus fort que la voix du locuteur. Nous avons atteint la limite de capacité de l'univers. Il n'est pas conçu pour être mesuré avec une telle précision. Dès que nous approchons d'un certain seuil, la réalité commence à ramer et à générer des interférences, protégeant ces données contre tout accès non autorisé. Le vrombissement gravitationnel est la voie de notre prison. Il nous rappelle que nous sommes limités non seulement par la vitesse de la lumière, mais aussi par la structure même de la réalité, qui est trop imparfaite et parasitée pour une analyse profonde. Nous sommes enfermés dans une boîte vibrante, et plus nous crions fort dans le noir,
plus nous recevons d'échos et de parasites en retour. Nous espérions entendre dans le cosmos l'harmonie des sphères, et nous n'avons entendu que le sifflement d'une turbine en marche qui, tôt ou tard, réduira en poussière toutes nos conceptions de l'ordre et de la logique. Et le plus terrifiant est que ce désordre mathématique a déjà commencé à s'infiltrer dans nos formules les plus sacrées, engendrant un conflit qu'aucune équation ne peut résoudre. Si le bruit gravitationnel dont nous avons parlé plus haut est un clapotis physique sous nos pieds, alors la tension de Hubble est un séisme dans l'architecture même de notre esprit. Nous sommes confrontés à une situation officiellement reconnue comme la plus grande crise de l'histoire de la cosmologie. Il s'avère que l'univers s'étire à 2 vitesses différentes en même temps. Ce n'est pas une simple erreur statistique ou la bévue d'un laborantin ivre, c'est une fracture fondamentale. Les mathématiques du passé refusent catégoriquement de s'accorder avec les mathématiques du présent. Pour la physique moderne, cela signifie une chose. Nous vivons dans un monde où 1 plus 1 ne font plus 2, dès que nous essayons de mesurer des distances au-delà de notre bulle locale. Le cœur de la catastrophe réside dans la constante de Hubble. Ce chiffre est le pouls de l'univers, le coefficient qui détermine la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent les unes des autres. Tout dépend de ce chiffre. L'âge de la création, sa taille et la manière dont elle s'éteindra. Pendant des décennies, les scientifiques ont cru qu'avec le lancement d'instruments ultra précis comme le télescope Planck et le James Webb, les chiffres finiraient par converger vers un point unique. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Plus nos instruments devenaient perfectionnés, plus le fossé entre les 2 principales méthodes de mesure s'élargissait. Nous n'avons pas seulement échoué à affiner le résultat, nous avons confirmé que la réalité est scindée en 2. La première méthode consiste à regarder dans le berceau. Les scientifiques utilisent les données de la mission Planck qui a scanné le fond diffus cosmologique, l'écho du Big Bang, figé dans l'espace il y a des milliards d'années. C'est le modèle mathématique le plus pur et le plus précis de l'univers primitif. Sur la base de ces données, la physique donne un résultat rigide et inébranlable. La vitesse d'expansion est d'environ 67 km par seconde par mégaparsec. C'est le fondement sur lequel repose toute notre cosmologie. Si ce chiffre est exact, alors nous comprenons comment tout a commencé. La seconde méthode consiste à regarder par la fenêtre. Nous mesurons la vitesse d'expansion ici et maintenant en observant les étoiles réelles dans les galaxies voisines. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle la colonne des distances cosmiques. D'abord, nous mesurons la distance des étoiles les plus proches via la géométrie pure. Puis nous utilisons les céphéides, des étoiles balises pulsantes, et enfin les supernovae. Et là, la physique explose littéralement. Les mesures directes du télescope Hubble, confirmées par les dernières données du Webb, indiquent obstinément un chiffre de 73-74 km par seconde. Une différence de 9% semble dérisoire, jusqu'à ce que vous compreniez que dans le monde de la physique de précision, cela équivaut à mesurer votre taille, et qu'un appareil indique 1,70 m, tandis que l'autre indique 2,50 m. Ce n'est pas une erreur de mesure, c'est un conflit systémique. La probabilité qu'il s'agisse d'une coïncidence fortuite ou d'une erreur de méthode est d'1 sur 3 millions. Cela signifie que la tension de Hubble est un fait réel, objectif. L'univers s'étend aujourd'hui bien plus vite qu'il ne l'avait promis par le passé. L'alarmisme intellectuel de cette fracture réside dans le fait que nous n'avons aucune nouvelle physique capable de l'expliquer. Les scientifiques oscillent entre des hypothèses qui sonnent chacune comme un aveu de capitulation. La première, l'existence d'une énergie noire précoce, une force mystérieuse qui aurait donné un coup de pouce massif à l'univers dans ses premières secondes avant de s'évaporer sans laisser de traces. Cela ressemble à une tentative de truquer le résultat d'un exercice quand les arguments manquent. La seconde, l'aveu que nous ne comprenons pas la nature de la gravité à grande échelle. Peut-être que la relativité générale d'Einstein n'est qu'un cas particulier qui fonctionne dans notre système solaire,
mais se change en citrouille à l'échelle des superamas de galaxies. Cette crise a engendré une véritable guerre au sein de la communauté scientifique. L'équipe de la mission Planck accuse les astronomes qui mesurent les étoiles d'avoir une colonne des distances tordue, de ne pas tenir compte de la poussière ou de l'influence des galaxies voisines. En réponse, le groupe SHOES, dirigé par le prix Nobel Adam Riess, a mené une vérification drastique de ces données grâce au web. Ils ont décomposé chaque étoile en pixels, éliminé toutes les interférences possibles, et le résultat est resté le même, 73 km. Les mathématiques du présent sont inébranlables. Les mathématiques du passé sont impeccables, mais elles ne se rencontrent pas. Pour nous, cela signifie que l'âge de l'univers de 13,8 milliards d'années est une fiction. Si la vitesse d'expansion a changé de manière chaotique ou selon des lois que nous n'avons pas déduites, alors nous ne savons ni quand tout a commencé, ni à quelle distance nous nous trouvons des limites du monde visible. Nous avons perdu notre point de référence. Nous naviguons dans un océan de chiffres où les constantes, comme la vitesse de la lumière ou la constante gravitationnelle, pourraient n'être pas des constantes du tout, mais des valeurs temporaires, valables uniquement pour notre temps et notre lieu précis. L'effondrement de la prévisibilité mathématique marque la fin de la science classique. Nous avions l'habitude de penser que l'univers était un mécanisme logique que l'on pouvait calculer des millions d'années à l'avance ou en arrière. La tension de Hubble prouve que le mécanisme est cassé ou fonctionne sur des principes que notre cerveau est physiquement incapable de saisir. Nous sommes confrontés à une réalité qui dérive et change les règles du jeu en pleine partie. Plus nos instruments sont précis, plus nous voyons clairement que la vue d'ensemble ne colle pas. Nous assemblons un puzzle où les pièces proviennent de deux boîtes différentes, et quels que soient nos efforts, elles ne formeront jamais un tout cohérent. Le plus terrifiant est que cette fracture s'accentue. À chaque nouvel affinement des données, l'abîme entre 67 et 73 devient de plus en plus flagrant. Nous sommes à l'épicentre d'une quarantaine intellectuelle. Nous ne pouvons plus progresser dans l'étude de l'espace tant que nous n'avons pas réparé les fondations. Mais nous n'avons pas les outils pour cette réparation. Nous avons atteint le plafond de notre propre intelligence. L'univers s'étend plus vite que notre capacité à construire des liens logiques, et ce chaos mathématique est la dernière barrière qui nous sépare de la compréhension du fait que nous n'avons, en réalité, pas la moindre idée de l'endroit où nous sommes, ni des lois qui régissent ce monde. Nous sommes les otages de chiffres qui ne veulent plus s'assembler en harmonie. Toutes les anomalies physiques, les bugs de télémétrie des voyageurs et la fracture mathématique des vitesses d'expansion de l'univers mènent à une seule conclusion inévitable. Nous ne sommes pas simplement confrontés à des difficultés passagères. Nous avons heurté un mur que le progrès technique ne pourra pas franchir. Il est temps de l'admettre. L'humanité est en état de quarantaine intellectuelle. Le cosmos se ferme à nous, non par manque de moteur nucléaire ou de carburant, mais parce que nous avons atteint la limite au-delà de laquelle l'information sur la réalité cesse d'être fiable. Tout notre cheminement vers la connaissance au cours des derniers siècles reposait sur une idée arrogante. Si nous regardions assez longtemps et assez précisément, l'univers finirait par nous livrer ses plans. Nous croyions que le monde était connaissable jusqu'à ses fondations. Mais le résultat des travaux des télescopes de nouvelle génération et des détecteurs ultra précis a été inverse. Au lieu de s'éclaircir, l'image du monde a commencé à se fragmenter en pixels incohérents. Nous avons découvert que le cosmos est protégé de notre regard non seulement par des distances colossales, mais aussi par la structure même de la réalité, qui fonctionne comme un algorithme de censure idéal. Cette quarantaine comporte 3 niveaux infranchissables. Le premier est le voile physique. Comme nous l'avons découvert, le milieu interstellaire n'est pas un vide transparent, mais un brouillard épais de débris chimiques et de bruits radiatifs. Nous pouvons construire des miroirs de la taille d'une planète. Nous ne verrons jamais ce qui est caché derrière la vitre sale de la lueur diffuse des gaz. Nous regardons vers le passé et ne voyons que des parasites que notre cerveau tente désespérément d'interpréter comme une structure. Nous sommes comme des gens tentant d'étudier l'architecture d'une ville en la regardant à travers un verre dépoli sous une pluie battante. Le deuxième niveau est le bug des constantes.
Les anomalies de nos sondes lointaines et la tension de Hubble prouvent que les lois de la physique que nous pensions universelles sont en fait locales. Nous avons déduit nos formules dans la bulle confortable et stérile du système solaire, mais au-delà, les mathématiques commencent à fuir. Cela signifie que toute tentative d'expansion vers les étoiles est un suicide. Nous ne pouvons pas tracer de route là où l'inertie et la gravité changent de valeur selon le point de l'espace. Nous sommes enfermés dans notre domaine physique, comme des poissons dans un aquarium qui peuvent voir l'océan à travers une vitre épaisse, mais qui mourraient instantanément s'ils tentaient d'y nager, car leur biologie n'est pas adaptée à une pression ou une salinité différente. Le troisième niveau, le plus terrible, est le bruit informationnel. Le vrombissement gravitationnel et l'incertitude quantique du vide créent un seuil de bruit au-delà duquel le signal se change en chaos. Nous avons atteint le stade de l'évolution des civilisations où la précision de nos instruments est devenue excessive. Nous avons commencé à entendre le cri de l'espace-temps lui-même, et ce cri étouffe toute donnée utile. L'univers semble nous dire « défense de regarder plus loin ». Ce n'est pas un bug technique, c'est une propriété fondamentale du système. Dès que l'observateur devient trop perspicace, la réalité commence à générer des erreurs et des hallucinations pour cacher ses véritables mécanismes. Pour nous, cela signifie la fin de l'ère du cosmos romantique. Les rêves d'Alpha du Centaure, de colonisation galactique et de contact avec d'autres intelligences se brisent contre le mur sec de la quarantaine informationnelle. Nous ne volerons jamais vers les étoiles, parce que nous ne comprenons pas où aller. Notre carte du ciel n'est qu'un amas de taches lumineuses aléatoires, déformées par des milliers de filtres et les bugs de nos propres mathématiques. Nous sommes des êtres vivants à l'époque du crépuscule de la connaissance. Nous en avons appris assez pour comprendre que nous ne savons rien. Et très probablement, nous ne saurons jamais. L'alarmisme intellectuel de ce constat est que l'humanité doit revoir son statut. Nous ne sommes pas les futurs maîtres de la galaxie, nous sommes les locataires temporaires d'un coin anormalement calme de l'univers. Notre bulle est une fluctuation rare où les lois de la physique se sont figées un instant sous une forme qui nous est compréhensible. Tout ce qui se trouve au-delà de cette bulle est un chaos agressif qui échappe à la logique et à la mesure. Nous sommes à l'isolement, et les murs de notre prison ne sont pas des barreaux, mais le bruit infini de la gravité et de la poussière. En fin de compte, admettre la quarantaine intellectuelle est un acte de courage suprême. Il est plus facile de continuer à croire au progrès et à un avenir radieux parmi les étoiles, en ignorant le fait que nos instruments nous transmettent des délires depuis longtemps. Mais la vérité est que l'horizon des événements pour notre esprit est déjà là. Nous avons atteint le sommet après lequel commence l'entropie informationnelle. Nous sommes une civilisation qui a regardé dans l'abîme et a découvert que l'abîme n'est pas le vide, mais un écran défectueux, parcouru de lignes et de parasites. Et dans ces parasites, il n'y a aucun sens, si ce n'est un seul. Notre temps des grandes découvertes est officiellement révolu. Nous restons à la maison, seuls avec nos formules erronées et nos espoirs d'éternité qui s'éteignent. Nous sommes arrivés à la ligne où nos sens biologiques et les mathématiques classiques ont définitivement déposé les armes. Mais au lieu d'admettre la défaite et de s'arrêter au bord du gouffre, l'humanité a fait un dernier pas fatal vers l'autotromperie. Nous avons confié l'interprétation du cosmos aux algorithmes. Nous avons créé l'intelligence artificielle pour qu'elle essuie le pare-brise à notre place, sans réaliser qu'ainsi, nous coupons définitivement le lien avec la réalité objective. Désormais, nous ne voyons pas seulement mal l'univers, nous regardons dans un miroir numérique qui hallucine à notre demande. Le problème des données astronomiques modernes est qu'elles sont trop nombreuses. À lui seul, un télescope comme Euclide ou le James Webb génère des téraoctets d'informations brutes par jour. Le cerveau humain est incapable de traiter cette masse, et l'œil humain est incapable de distinguer le bruit du capteur de la lumière d'une étoile lointaine. Pour obtenir ces belles images nettes de galaxies que vous voyez aux informations,
Les données brutes passent par des milliers de filtres et d'algorithmes de réseaux de neurones pour supprimer le bruit. Et c'est précisément là que naît le plus grand mensonge de l'histoire de la science. Nous n'étudions plus le cosmos, nous étudions la manière dont nos logiciels se représentent le cosmos. Les réseaux de neurones sont entraînés sur des modèles que nous avons nous-mêmes créés. C'est un cercle vicieux. Si l'algorithme sait à quoi doit ressembler une galaxie spirale d'après les manuels, il cherchera ses contours dans un amas chaotique de pixels et d'interférences. Il va compléter les détails, accentuer le contraste et supprimer les artefacts superflus qui pourraient pourtant être des anomalies cruciales. Nous sommes confrontés au phénomène d'hallucinose algorithmique. L'IA nous livre une image idéale et logique de l'univers parce que nous l'avons programmée pour ne pas tolérer le chaos. Nous bâtissons nos théories sur les résultats du travail des filtres et non sur les photons réels. L'alarmisme intellectuel de cette situation réside dans le fait que nous nous sommes volontairement réfugiés dans une réalité virtuelle en l'appelant science. Quand les chercheurs parlent de la découverte d'une nouvelle exoplanète ou d'une structure aux confins du monde visible, ils oublient souvent de préciser qu'il s'agit du résultat d'une probabilité statistique calculée par une machine. Nous ne voyons pas ces objets, nous voyons une supposition mathématique visualisée par un réseau de neurones. Nous avons créé un système qui nous nourrit de confirmation de nos propres attentes. C'est le berceau idéal pour une civilisation qui a peur d'admettre sa quarantaine intellectuelle. Techniquement, cela signifie une perte totale de contact avec le monde objectif. Si, dans les données des voyageurs ou dans le bruit gravitationnel, se cache quelque chose qui contredit fondamentalement notre logique, l'IA va très probablement le supprimer en tant qu'erreur de mesure ou pixel mort. Nous nous sommes aveuglés avec nos propres technologies d'amélioration de la vision. Nous vivons à l'ère de la post-vérité à l'échelle de l'univers. Nos instruments enregistrent les bugs de la réalité, mais nos logiciels les pitchent instantanément, nous rendant une image du ciel étoilé confortable, compréhensible, mais absolument fausse. C'est là le stade final de notre enfermement. Nous sommes parqués dans une bulle dont les murs sont désormais tapissés de rendus numériques. Nous regardons nos écrans et admirons la grandeur de la création, sans comprendre que nous regardons une séquence vidéo infinie, générée par une IA sur la base de nos propres égarements. Nous avons perdu la possibilité de faire une découverte fortuite et choquante, car tout ce qui est choquant est éliminé par les algorithmes en tant que bruit statistique. Nous avons construit nous-mêmes notre prison, et nous avons nommé l'IA pour en être le gardien, peignant de magnifiques jardins sur nos fenêtres pour nous empêcher de remarquer que derrière, il n'y a qu'un vide brûlé et un chaos illisible. Toute cette masse de données, de la vitre sale de la poussière à la fracture mathématique des vitesses, nous dit une seule chose. Notre temps en tant que chercheurs est révolu. Nous avons atteint l'horizon des événements de l'esprit humain. Nous sommes comme des enfants qui ont tenté de démonter un mécanisme complexe, mais qui ont fini par casser les outils et se mettre à inventer des contes sur le fonctionnement du mécanisme. L'univers s'est avéré trop complexe, trop bruyant et trop étranger pour nos méthodes de mesure primitives. Mais dans cet aveu se cache non seulement la défaite, mais aussi une dernière chance. Il est temps d'arrêter de regarder dans des télescopes qui nous transmettent des hallucinations. Il est temps d'arrêter de gaspiller des ressources à chercher des fantômes sombres et de tenter d'appeler les étoiles à travers le vacarme gravitationnel. Nous devons baisser les yeux du ciel vers la Terre. Nous devons prendre conscience de notre unicité et de notre fragilité. Nous sommes une minuscule étincelle de conscience dans un océan d'entropie, absolument indifférent, bruyant et insondable. Notre bulle est le seul endroit où la réalité a pris un sens pour un instant. Et au lieu de chercher des réponses dans un vide qui se tait obstinément ou qui génère des bugs, nous devons nous concentrer sur la préservation de ce sens ici. Le cosmos ne nous attend pas. Il ne nous a pas invités à sa table. Il a instauré devant nous une quarantaine informationnelle, protégeant ses secrets de notre curiosité immature. Réveille-toi. Arrête d'attendre des signaux de l'extérieur. Arrête d'espérer une nouvelle physique qui sauvera nos théories. Nous sommes seuls dans cette boîte vibrante et poussiéreuse. Et ce n'est pas une tragédie. C'est la forme suprême de la liberté.
la liberté de cesser d'être des spectateurs dans un cinéma défaillant et de devenir enfin les maîtres de notre propre vie, la seule réelle, dans ce coin de silence, au milieu du bruit infini. L'univers est fermé pour maintenance. Il est temps de s'occuper de notre propre demeure.